Bonjour, bonjour tout le monde. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille cette semaine à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de pêche au bar rayé. Donc, accompagnez-moi en Gaspésie pour taquiner ce poisson. Je vous entretiens un petit peu plus tard sur les bonnes mouches à choisir pour capturer cette espèce migratrice. On revoit Vincent Cloutier qui vient nous parler des fameux couteaux pour bien éviscérer nos gros gibiers. Et on se dit à tout de suite. Un moment stimulant de l'émission, c'est quand je suis avec Vincent. Et surtout aujourd'hui, on parle de couteaux, ce qui est un de mes dadas. D'ailleurs, chez nous, il y a des couteaux qui traînent partout, puis je peux pas m'empêcher. C'est comme une impulsivité chez moi. Je vois un couteau, ça me le prend. Mais farce à part, on parle des compétences d'un chasseur, Vincent. Moi, je me dis dans ma tête qu'un chasseur, pour démontrer véritablement ses compétences, doit prendre soin de son gibier une fois abattu. Oui. Et il n'y a pas le choix de passer par l'étape un peu biologique de l'éviscération. Et pour ça, ça prend des bons outils. Oui, il y en a une multitude de couteaux, formes, couleurs. Mais qu'est-ce que je voulais montrer un peu, c'est des couteaux d'éviscération. Parce que lorsqu'on rouvre notre gibier, chevreuil ou orignal, qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'il arrive? C'est de percer la panse, on va le dire de même. Si elle n'a pas été percée à cause d'une balle ou une flèche, on en prend soin de notre panse pour pas qu'il y ait des résidus qui se ramassent dans la viande. Parce que là, c'est compliqué à nettoyer ça, compliqué à aseptiser ta viande. Faut se rappeler également que dans la panse d'un cervidé, il y a des bactéries qui servent à la digestion de la matière végétale. Tu viens de répandre des bactéries dans ta cage thoracique. Ce n'est qu'une accumulation de problèmes lorsque tu perces la panse avec un objet pointu. Ouais. Donc, on a des couteaux qu'on appelle style Wyoming, parce que c'est un très vieux couteau, le Wyoming, qui a eu des changements au fil des années. Là, t'en as un vrai. Là, j'en ai un vrai. Les ligues majeures. Les ligues majeures, surtout pour l'orignal, on va le dire de même. Pourquoi que c'est un couteau qu'on ne peut pas percer la panse? C'est une protection au complet ici. Le couteau est vraiment à l'intérieur. Donc, on peut prendre et tirer sans avoir peur de percer notre panse. Là, on va couper notre peau sans problème avec ce type de couteau-là. Un gros comme ça, oui, on a de la poigne pour un orignal. Il y en a des plus petits modèles qu'on peut faire du chevreuil, puis même de l'orignal aussi sans problème. Absolument. Il y a des avantages de ce type de couteau-là. On ne peut pas en avoir juste un. On ne peut pas en avoir juste un. Parce qu'il faut rappeler que ce couteau-là fait une opération. Ouais. Soit le premier trait, l'ouverture pour avoir accès aux différentes viscères. C'est là que tu as besoin d'un deuxième couteau. C'est là qu'on a besoin d'un deuxième couteau. Il y en a d'autres sur le marché qu'on appelle type des combos avec un crochet d'éviscération. Ah, ça, je n'haïs pas ça. Donc, on est capable de faire notre coupe, la première coupe pour notre peau. Grâce à ton couteau ici. Et ensuite de ça, tu as ton outil pour continuer ton travail. Continuer le travail, aller couper la membrane à l'intérieur ou les poumons, aller couper, on va dire, le cœur, les poumons, tout ça, qu'on ne pourrait pas faire avec ce type de couteau-là. Je suis. Donc, avec un couteau, avec un crochet à éviscération, on est capable d'éviscérer sans percer notre panse aussi avec ce type de couteau-là. Ça marche. Couteau, un 2 dans 1. Un 2 dans 1 que j'aime bien aussi. C'est un modèle que je possède et j'utilise régulièrement. On l'appelle le swing blade parce que la lame... Elle bascule d'un côté à l'autre. Ouais. L'idée est bonne. L'idée est bonne. On a notre couteau pour commencer à les couper à l'intérieur, faire ce qu'on a à faire avec un vrai couteau. Et si on veut couper le restant du ventre pour pas percer notre panse, on a le même type un peu de couteau que celui-là, la lame vraiment juste sur le dessus. Oui, puis parce qu'il n'est vraiment pas pointu, le bout est rond. C'est génial, ça, c'est... Puis on a un couteau avec les deux options dessus. Avec les deux options dessus. Ce type de couteau-là, ils ont toujours des étuis. Oui. Pour la sécurité. C'est sûr. Le fameux classique, on l'a en petit format, en gros format. On l'appelle la série BOC, le 119, le 110, qui est pliant.
C'est un Garantie couteau à vie. garanti à vie, je vais dire à toute épreuve. Ouais. Oui, c'est pas parfait si on en a juste un, si on veut pas percer à pente. Mais là, il faut se pratiquer avec les doigts entre les deux, puis il est quand même assez pointu. Quand on est habitué, ça fait un excellent travail. Très bonne supervision de tes couteaux, Vincent. Ça donne le goût de s'équiper encore plus. C'est comme une maladie. Mais je t'amène pêcher le bord rayé avec moi dans un de mes voyages en Gaspésie. J'ai adoré mon voyage. On regarde ça ensemble. Ben, merci beaucoup, Sylvie, de m'accompagner à cette pêche au bord rayé en Gaspésie. Est-ce que tu as déjà pêché ce poisson-là? Non, effectivement, ça faisait partie de mes projets. Donc, très heureuse de participer à ça avec toi. Bien, c'est un poisson qui est un peu énigmatique. Moi non plus, je ne suis pas spécialiste de ce poisson-là. Mais ce que j'en sais, c'est que quelquefois, c'est un poisson qui est glouton. Hein? Il va avaler tout ce qu'il a à portée de la bouche. Mais quelquefois, il va venir attaquer en surface, un leurre. C'est pour ça que je ne me gêne pas d'avoir amené ma canne à moucher. Comme toi aussi, tu as ta canne à moucher. On a mis quand même une bonne mouche aux couleurs bleutées un peu, qui ressemble à l'éperlan ou au capelan, en espérant que le poisson va venir attaquer les leurres en surface. Mais j'ai également aussi un lancer léger et un lancer lourd, au cas où que les attaques seraient beaucoup plus en profondeur. À ce moment-là, j'y mets un genre de swim bait, comme on appelle, sur une tête de dandinette, un quart, une demi-once, pour faire des lancers de l'autre côté de la vague, pour à ce moment-là descendre à quelques pieds de profondeur, tentant que peut-être c'est là qu'il va mordre. Donc, on ne sait jamais. Quelquefois, c'est le pêcheur à la mouche qui va avoir du succès. Quelquefois, c'est celui qui a un lancer léger avec un autre type de leurre. Donc, on ne sait jamais. C'est un poisson qui est un peu énigmatique. Et pour rajouter la problématique de la difficulté, bien, il est sujet aux marées. Donc, il y a des gens de la place, ici, très gentils, qui sont accueillants, qui nous ont dit « Ah, ici, c'est un secteur où le poisson va surtout attaquer lorsque la marée est descendante. » Et d'autres secteurs, on nous dit « Ah, ici, la pêche est bonne lorsque la marée est montante. » Donc, ce qui fait que le pêcheur un peu sans expérience, un peu comme nous, bien, sur nos téléphones, on s'est mis une table des marées pour un peu nous guider à savoir si la marée est montante ou descendante pour essayer justement de trouver les meilleurs secteurs de pêche. On a des grands bottes. On est prêt. On est prudent parce que les roches peuvent être glissantes. On va essayer de s'avancer dans l'eau pour essayer d'effectuer des lancers le plus loin possible. Puis même si on nous dit qu'on est tôt en saison, bien, on verra. Peut-être que les bords vont venir dans le coin puis ils vont peut-être être tentés de prendre nos leurres. Ça te tente-tu? Yes. On y va? On y va. On est parti. Quand on décide de venir pêcher le bord rayé en Gaspésie, il faut connaître un petit peu les habitudes du poisson. Alors, les habitudes, c'est qu'on est après la saison de reproduction. Ici, on s'entend que ce sont des bords rayés qui nous proviennent majoritairement du Nouveau-Brunswick, de la rivière Miramichi, pour être plus précis. Une fois la période de reproduction du bord rayé terminée, celui-ci quitte la rivière Miramichi pour ensuite de ça atteindre la baie des Chaleurs. Et là, bien, il y a une progression du poisson selon la date que vous pêchez, évidemment, selon la période de l'année. Donc, très tôt, par exemple, lorsque la pêche ouvre, dans le milieu du mois de mai, bien, on va attraper des bords rayés complètement dans l'est de la baie des Chaleurs, genre dans la région de Saint-Omer, Carleton, pour ne nommer que ces endroits-là. Ensuite de ça, plus que la saison s'écoule, bien plus que le bord rayé, glouton comme il est, va essayer de rechercher des proies un petit peu partout à l'intérieur de la baie des Chaleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une migration un peu vers l'ouest. Donc, il va atteindre les villages de Maria, entre autres, Port-Daniel, pour se rendre finalement jusqu'à Gaspé, jusqu'à Percé, un peu plus tard en saison. Donc, le pêcheur doit être vigilant selon la date qu'il prévoit venir pêcher le bord rayé en Gaspésie, selon finalement le calendrier. Tôt en saison, il va être beaucoup plus à l'est de la baie des Chaleurs et plus tard en saison, il peut se permettre de pêcher beaucoup plus à l'ouest de la Gaspésie. Ici, pour vous donner le topo, on est très tôt au mois de juin, alors j'ai l'opportunité de venir pêcher. On m'a dit que mes chances étaient peut-être minimes, dues à la température très froide de l'eau, dues à l'absence de proie, parce que le capelan ici n'a pas commencé à rouler. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, on aime la pêche, alors tant que ma ligne est à l'eau, moi je suis heureux. Et qui sait, hein, il y a toujours le facteur chance. Peut-être qu'un bord rayé moins routinier que les autres peut peut-être se pointer le bout du nez.
Bon, pendant que je suis en train d'attacher ma mouche, on peut parler peut-être des leurres qui sont susceptibles d'être populaires auprès du bar rayé. Évidemment, vu que je ne suis pas un expert là-dedans, ben, je me suis documenté. Hein. J'ai lu un peu dans la littérature. Puis je suis allé voir des bons amis qui m'ont préconisé certains conseils également. Entre autres, au niveau des mouches, bien évidemment, on préconise ici des mouches colorées, avec un penchant de bleu, penchant de rose. On peut mettre même du vert, un peu de chartreuse. Bref, le bar rayé aime genre des leurres qui sont relativement aux couleurs vives. Monté sur un hameçon un peu particulière, ça peut être un genre de streamer, mais ici, bon, j'ai une mouche, un Clouser minnow, donc une grosse hameçon avec une apparence de yeux qui fait comme un genre de petit poisson nageur. Ce qui fait qu'une mouche ici qui va caler, évidemment, elle est lestée, et ce qui peut nous donner passablement de succès. J'ai eu des bons conseils d'ailleurs de M. Claude Roy ainsi que Richard Rioux, hein, des experts moucheurs de la province de Québec. J'ai amené également un lancer lourd. Lancer lourd pour permettre de lancer justement des leurres un peu plus lourds. Alors ici, je lui ai mis une tête de dandinette, okay, qu'on appelle un vulgaire jig, un quart d'once, un demi-once pour avoir suffisamment de poids à propulser ce qu'on appelle finalement un vulgaire swim bait, donc à la queue un peu en spatule qui vibre. Et encore une fois, remarquez les coloris un peu violets pour essayer de se rapprocher le plus possible des proies qui sont susceptibles d'être à l'eau, comme par exemple un éperlan ou un capelan, des petits lançons. Et évidemment, étant donné que j'essaie d'être versatile, j'ai amené également un lancer léger avec une cuillère ondulante. Ici, je me suis mis une Gibbs, ce qu'on appelle une croc. Donc, ça a un hameçon simple et ça l'ondule dans l'eau, ce qui fait qu'il peut y avoir un genre de pouvoir attractant lorsque, justement, il y a un changement de marée. J'aime bien ici la forme de la cuillère parce qu'elle est ondulante dans l'eau et elle peut provoquer des attaques quand même assez soudaines. Je n'ai pas besoin de mettre un appât au bout tel quel avec un hameçon simple. Donc ici, j'essaie d'être polyvalent, j'essaie d'être versatile et on verra, voir à ce temps-ci de l'année, s'il y a une couleur que le bar préfère, si j'ai un leurre qui a plus de succès qu'un autre, et on pourra orienter à ce moment-là nos cannes à pêche en fonction du leurre qui semble le plus prometteur. Hey Sylvain, qu'est-ce que tu dirais si on changeait de secteur? Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on l'exploite, celui-là, mais il n'est pas très fructifiant. Oui, on pourra en profiter pour prendre le changement de marée puis aller essayer un autre spot. Bon, on est à peu près tous déjà venus au moins une fois en Gaspésie. Ceux qui ne sont jamais venus, ben, vous manquez quelque chose parce que c'est absolument splendide. Nous, on arpente un peu les endroits ici et là sans trop les connaître, mais il y a toujours une belle langue de terre qui avance dans le fleuve, où il y a toujours un bras de mer qui vient avec des baies. Donc, il y a des accès un peu partout. Il s'agit juste d'être vigilant et d'aller finalement vers les quais, les marinas, là où il y a des possibilités de pêche. Donc, nous, ce qui nous a fait venir ici, c'est l'agglomération de Port-Daniel. Donc, nous, on parcourt autant vers l'est que vers l'ouest de Port-Daniel pour trouver des endroits de pêche qui sont les plus splendides les uns que les autres. On vise le bord rayé, mais on rencontre des pêcheurs, on s'informe à droite et à gauche. Il y en a quelques-uns qui attrapent de la plie, d'autres qui se préparent à aller en mer pour essayer de voir où est rendu le bord rayé. Parce qu'évidemment, ce que l'on a appris depuis quelques années au niveau du bord rayé, c'est qu'il est sensible à la température de l'eau. Si l'eau est trop froide, on a vu même certaines vidéos sur YouTube où on voit des échouements massifs de bord rayé qui sont en train de périr littéralement sur la plage, dû à un coup de froid, par exemple. Pêche et Océan Canada a mentionné il y a quelques années qu'il y avait plusieurs milliers de bords rayés qui étaient décédés dû à un froid intense, soudain. Donc, le poisson est sensible à la température. Donc, le pêcheur prend ça comme information. Et lorsque l'eau se réchauffe un peu, bien, les proies arrivent, qui sont suivies, bien sûr, par les prédateurs, qui est le bord rayé. Donc, on s'informe ici et là, dans les villages gaspésiens, à savoir comment en est-il de la population du bord. Est-ce qu'il est rentré, principalement dû à la température de l'eau? Après des pluies fortes ou après des nuits froides, souvent la température de l'eau va jouer et à ce moment-là, le poisson peut être
plus discret. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il arrive dans le secteur. Donc, c'est des informations que le pêcheur doit être vigilant. Température de l'eau, migration des poissons versus le temps de l'année et ne pas se gêner de demander de l'information autant sur le web, via les médias sociaux, que finalement via les gens dans différentes petites villes, petits villages, pour s'informer où en est rendue la migration du bar. Et c'est comme ça que finalement, on prend d'agréables vacances en Gaspésie. Ça nous fait découvrir des coins absolument splendides et en même temps, bien, on s'adonne à notre passion préférée qui est la pêche. Malheureusement, on est en train de se faire sortir par la pluie. On a quand même changé de leurre relativement souvent. J'ai alterné pêche à la mouche, pêche au leurre de plastique. Toi, Sylvie, as-tu eu des attaques? As-tu eu des touches? Non, aucune. Aucune. D'abord, t'as pas au rendez-vous. Non. Par contre, les gens de la place qui sont venus nous voir nous ont quand même dit qu'on avait des bons secteurs de pêche et qu'eux, régulièrement, en attrapaient. Mais qu'on est peut-être un peu tôt en saison, peut-être que l'eau est trop froide. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On est quand même ici pour quelques jours. Peut-être que la chance tournera. Mais en tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à fouler les plages de la Gaspésie. Moi, tu sais, je suis amateur, alors j'ai vu de très beaux oiseaux. Des oiseaux quand même qu'on ne voit pas souvent. Mais les amateurs de plein air, je pense que c'est une destination à mettre dans votre agenda. Pêche au bord rayant, Gaspésie, ou seulement de la villégiature, vous en aurez pour votre argent. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. Bon, OK, j'ai pas été chanceux parce que, bon, l'eau était froide. On m'a dit que j'étais un peu tôt en saison. Oui, parce que j'allais là pour d'autres choses. Puis je me suis dit, tiens, allons faire un petit tour au bar. Mais je pense que je suis revenu de là, Vincent, sans gros risquer de me tromper. Je vais dire que j'ai chassé le bar plutôt que le pêcher. Parce que ben beau avoir des contacts et faire des téléphones puis être sur les médias sociaux. Ah, il y a des bars qui se prennent à Carleton. Let's go, on s'en va à Carleton. On arrive là, il n'est plus là. Il n'est plus là parce que soit que la marée a baissé ou la marée a monté. OK, il est rendu à Passepébiac. Hop, on part, on s'en va à Passepébiac. On arrive là, il n'est plus là. Donc, j'ai jamais été capable de synchroniser ma venue avec la présence du poisson. Soit que le poisson n'était pas arrivé encore ou il était déjà passé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait un super voyage, j'ai découvert des trucs. C'était ma première expérience. Et pourquoi que je te présente différents types de mouches que j'ai utilisées? Parce que je me suis entêté en plus à essayer d'en pogner un à la mouche. Alors, j'ai amené des mouches avec moi en disant, hey, oui, un beau bleu comme ça, avec de l'argent, la tête blanche, des hameçons tandem, ça va être génial, parfait. J'avais pas pensé qu'en Gaspésie, je pêchais dans l'eau salée. Mes hameçons ont rouillé, mes mouches sont venues capoter, fallait que je les rince abondamment à l'eau claire après ça, pour finalement m'apercevoir que j'étais équipé un peu comme un touriste, là, tu sais, là. J'ai rencontré des excellents monteurs de mouches là-bas, des professionnels. Oh, tu t'aperçois que l'hameçon est en stainless, hein, elle rouille pas. Des petits yeux un peu à la Clauser Minnow, là, hein, comme M. Clauser aux États-Unis qui a fabriqué ces mouches-là, et ce patron-là est maintenant adapté pour le bar rayé. Et ce que je me suis rendu compte également, c'est que ces mouches-là ont quand même un poids considérable. Et si ta canne à pêche à moucher, on s'entend, n'a pas la rigidité voulue ou n'a pas la puissance voulue, c'est pratiquement impossible à propulser à de bonnes distances. Ou sinon, tu vas pêcher 1 heure et tu vas avoir le bras complètement en compote parce que ça demande énormément de puissance à propulser. Je vais te poser une question tant qu'à la soie. Oui. Concernant la soie dans l'eau salée. Y a-t-il une différence? Il y a des soies vendues sur le marché salt water, donc spécifiquement pour pêcher en eau salée. Ça, c'est bien beau, ça, mais ça n'empêche pas que ton moulinet va nécessiter un rinçage en profondeur à l'eau claire, les anneaux de ta canne à pêche. L'eau salée, principalement en Gaspésie, ou que ce soit sur la Côte-Nord ou peu importe,
est très sournoise. Elle entre dans tous les interstices de ton matériel de pêche. Et quand tu penses que tu as bien rincé ton équipement, ben il reste toujours une petite pellicule de sel qui peut venir corroder ou en tout cas maganer un peu ton équipement. Donc, c'est pareil un peu pour les mouches. Donc, j'avais une soie saltwater, j'avais un backing également qui était résistant au sel. J'étais prêt pour la guerre. J'avais ma grosse canne à pêche à saumon, qui était bonne pour propulser des leurres de ce poids-là. Mais j'ai appris beaucoup. C'est un peu comme un camp d'entraînement. Et c'est à côtoyer des gens. J'ai rencontré un Patrick, là, qui était une encyclopédie sur pattes sur comment bien pêcher le bord rayé. Il m'a expliqué le phénomène des marées, le phénomène du mouvement des poissons, de se promener de tel endroit, partir de la rivière Miramichi et ensuite de ça, tout se propager le long de la côte gaspésienne. Il m'a même donné des adresses de médias sociaux où que les gens s'échangent de l'information, savoir à quel endroit est rendu le bord, est-ce que je peux aller dans telle direction à tel endroit. Et finalement, mon voyage, ça concordait avec les premiers bords qui se capturaient en Gaspésie lors de mon passage. Mais lors de mon retour, 2 semaines après, là, tout le monde en attrapait. Ça me fait beaucoup penser à des crevettes. Oui. Si je me trompe, là, mais beaucoup à des crevettes. Puis, concernant ces mouches-là, je vois beaucoup qui ont mis ils appellent ça du cristal flashing. Cristal flash, exactement. Fait qu'on voit beaucoup dans... Des couleurs vives, hein? Oui. Du vert pétant, du rose, du bleu. J'ai même une mouche tube ici avec de très longs filaments de pan et de cristal flash. Donc, il faut que ça reflète dans l'eau. Parce que le bar rayé est un poisson qui est très gourmand, capture beaucoup de lançons, d'éperlans, de capelans. Et qu'est-ce que ces poissons-là ont en commun? C'est un reflet argent complet dans les vagues. Donc, ça prend une mouche qui attire l'attention. Mais encore là, ce n'est pas la panacée tant attendue. J'ai vu des pêcheurs avec des leurres souples qui faisaient une excellente pêche et moi, j'étais bredouille. Et il y a des journées que les mouches sont absolument imbattables et les leurres souples font patate, comme on dit. Donc, c'est un poisson énigmatique, mais c'est en Gaspésie et je vous invite d'aller vous y frotter parce que ça en vaut la peine. J'aimerais tellement vous dire que l'émission continue une autre demi-heure. Eh bien non, hein, peut-être dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais pour aujourd'hui, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié mon voyage de pêche au bar rayé. Un merci spécial à Vincent qui est venu nous parler de couteaux et d'éviscération à gros gibier. Et nous, en attendant notre prochaine émission, on va se répéter à tous les jours de rester à l'affût.